Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et il est 19h45 à Zouenoula. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire, une bouffée d'oxygène pour les familles en détresse. Le programme des filets sociaux est initié pour redonner de l'espoir à des milliers de ménages en difficulté. Les détails dans un instant. L'intelligence artificielle révolutionne le paysage médiatique africain. La technologie s'invite au cœur des débats de la 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique qui se sont ouverts ce jeudi ici à Abidjan. Et enfin, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, annonce la tenue prochaine des élections générales. Une déclaration qui marque une étape cruciale vers un retour à l'ordre constitutionnel. Initié pour fournir une aide financière, le programme des filets sociaux vise à accompagner les familles les plus défavorisées. Après avoir déjà soutenu 432 000 familles, 25 000 ménages supplémentaires viennent de finaliser leur processus de ciblage et attendent désormais leur première allocation trimestrielle. C'est dans ce cadre qu'a débuté aujourd'hui à Abidjan les premiers paiements. C'était au Palais de la Culture. Les détails dans ce reportage de Sandrine Quadio et Ahmed Badini. Elle s'appelle Maman Martine. Il y a quelques années, elle était confrontée à une situation de précarité extrême. À cette époque-là, il lui était particulièrement difficile de répondre aux besoins de sa famille. Il y a quelques mois, elle bénéficiait d'un soutien financier du gouvernement grâce au programme des filets sociaux. Aujourd'hui, elle a retrouvé une certaine stabilité et ses enfants peuvent aller à l'école. Depuis l'arrivée des filets sociaux, il faut dire la vérité, notre vie vraiment a changé. Nous ne sommes plus comme avant. Parce qu'avant, nous avons eu des problèmes financiers. Mais depuis que les filets sociaux sont arrivés, nous sommes autonomes. Comme Dame Martine, nombreux sont ceux qui ont bénéficié de ce programme. Ici, l'on peut observer plusieurs bénéficiaires qui ont gagné en autonomie grâce à cette initiative gouvernementale. Les filets sociaux visent à lutter contre la pauvreté extrême et à favoriser l'autonomisation des familles vulnérables. Toutefois, l'aide financière n'est qu'un aspect du programme. Des formations en gestion budgétaire et des ateliers sont également proposés pour encourager les bénéficiaires à développer des activités génératrices de revenus. Pour atteindre les objectifs du projet, nous, consultants agents communautaires, nous partons vers les ménages. Nous organisons des séances de formation sur les MIE. Les MIE, c'est les mesures d'inclusion économique qui prennent en compte les compétences de vie. En compétences de vie, on parlera des normes sociales et valeurs. On a aussi le budget familial. On a aussi l'entrepreneuriat. En 2017 et 2024, le projet Filets sociaux a affecté 432 000 ménages. Récemment, 25 000 nouveaux ménages ont terminé leur processus de ciblage et attendent de recevoir leur première allocation trimestrielle. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu ce jeudi la cérémonie de lancement de paiement des 25 000 ménages sélectionnés en présence des autorités, notamment du ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, a pris l'engagement d'œuvrer sans relâche pour le bien-être des populations. À travers les filets sociaux, le montant de 36 000 francs tous les 3 mois, que certains considèrent à tort comme un petit montant, nous donne chaque jour des exemples de concitoyens et de concitoyennes qui ont pu transformer leur quotidien de vie grâce à ce soutien. Les filets sociaux ne constituent pas une solution permanente, mais ils fournissent un soutien précieux aux familles. Le véritable enjeu est de garantir la pérennité et d'élargir ce dispositif. Et comme je vous le disais à l'instant, la 11e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF, s'est ouverte ce matin à Abidjan. Au centre des débats, l'intelligence artificielle. Cette 11e édition de la CIRCAF sera l'occasion pour les dirigeants des instances africaines de normalisation de discuter des meilleures pratiques adaptées à la régulation de l'IA. Tchelina Lebonsoro et Cécilie Tonisila nous en disent plus. Après les fake news, nous entrons dans l'ère des deepfakes. Ces vidéos manipulées par l'intelligence artificielle permettent de modifier et d'attribuer des paroles à des individus, représentant ainsi une menace sérieuse. Les deepfakes sont souvent utilisés pour diffuser de fausses informations, nuire à la réputation des personnes et compromettre la confiance du public dans les médias. Avec la somme
de nos réflexions, de nos compétences, nous sortirons 2 textes majeurs, à savoir un cadre juridique sur la régulation de l'intelligence artificielle et également une déclaration qui s'intitulera « Déclaration d'Abidjan sur l'intelligence artificielle ». Ça sera notre manière à nous de contribuer un tant soit peu au sommet mondial de la régulation artificielle qui aura lieu à Paris le 10 et 11 février 2025. Pour les experts, chercheurs et représentants des grandes plateformes numériques, il est essentiel et voire impératif de réfléchir à un cadre réglementaire pour l'intelligence artificielle, et ce, malgré les nombreux avantages qu'offre cette technologie. La présidente en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, quant à elle, insiste sur la nécessité d'une régulation appropriée. Et nous plaidons pour, par exemple, pour l'intelligence artificielle, pour qu'il y ait un encadrement juridique de l'intelligence artificielle pour circonscrire aussi les risques de désinformation, les risques d'atteinte aux droits d'auteur, par exemple en matière audiovisuelle. S'appuyant sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de régulation des plateformes numériques, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, a exprimé son soutien à cette initiative en indiquant qu'il attendait des propositions de la part des régulateurs pour les accompagner dans ce processus. C'est pourquoi l'esquisse d'un cadre réglementaire que vous allez adopter est fortement attendue. Cette esquisse servira de base à l'adoption d'un cadre juridique approprié de la régulation de l'IA dans le secteur de la communication audiovisuelle. La 11e conférence des instances de régulation de la communication en Afrique a débuté ce jeudi 28 novembre pour s'achever le samedi 30 novembre prochain. Cap à présent sur le CIREX en offrant une plateforme d'échange, de partenariat et de promotion de bonnes pratiques. Cet événement représente une étape importante vers un développement énergétique et minier durable. Présente au CIREX 2024, Kuyo Pipeline expose son potentiel. Comment la société entend-elle jouer son rôle pour rendre plus dynamique le secteur minier et pétrolier ivoirien? Élément de réponse dans ce reportage d'Andrea Sémian, Ahmed Badini et Marion Été. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX 2024, a ouvert ses portes, offrant de nombreuses perspectives aux acteurs des secteurs miniers, énergétiques et pétroliers. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère de son mix énergétique, plusieurs acteurs de ce domaine souhaitaient jouer un rôle clé dans cette dynamique. Parmi eux, figure Vanessa Kuyo, qui est aujourd'hui à la tête de Kuyo Pipeline. Fondée il y a plus de 40 ans, la structure s'est spécialisée dans la construction et la maintenance industrielle, notamment dans les secteurs des mines, de l'énergie, des hydrocarbures et de l'agroalimentaire. Oui, on a un projet actuellement, l'HDS, qui est au niveau de la raffinerie, où nous avons près de 17 km de pipe à installer dans la raffinerie. Et là, le dernier en date, c'était le projet Baleine, voilà, pour la découverte, le projet phare du gouvernement qui tient à cœur à l'État ivoirien. Kuyo Pipeline a participé à ce projet-là en posant 12 km de pipe de la mer en onshore, voilà. Donc du 43e BIMA jusqu'à Lyon GPL, la rue des pétroliers, où nous avons installé un pipe de gaz. Récemment, un accord a été signé entre Kuyo Pipeline et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il s'agit de développer des programmes de formation adaptés aux différents besoins du secteur industriel, notamment dans les domaines de la soudure industrielle, de la chaudronnerie et de la maintenance. Cela va permettre à plusieurs centaines de jeunes d'acquérir des compétences pratiques et d'intégrer le marché du travail. L'ambition affichée est claire, mettre son expertise au service du développement de la Côte d'Ivoire. Avec la loi du local content, nous nous positionnons en tant qu'acteurs. Voilà. Et donc, il est important de savoir que toutes ces entreprises pétrolières, énergétiques et gazières ou industrielles pourront compter sur notre expertise. Parce que la meilleure manière pour nous, c'est de pouvoir présenter notre expertise, mettre à disposition notre expertise, voilà, au profit de ces entreprises privées ou on dira étatiques, voilà, pour aider au développement de notre pays. En plus de sa présence directe dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie,
Kouyo Pipeline souhaite jouer un rôle clé dans le développement industriel de la Côte d'Ivoire. L'entreprise s'engage activement à former une main-d'œuvre locale compétente pour soutenir la croissance économique du pays. Tout autre chose à présent, l'atelier de vulgarisation des résultats de l'étude de la stratégie sectorielle commerciale offensive et de formation sur les règles d'origine dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf s'est achevé ce jour à Abidjan. Plus de détails de cet événement organisé par le Comité national de la ZLECAf et l'Agence Côte d'Ivoire Export avec Marion Ité. Cet atelier a pour objectif principal de faire découvrir aux PME et PMI ivoiriennes, à partir des résultats d'une étude, les opportunités commerciales offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Cet atelier permettra de mieux outiller nos entreprises afin qu'elles puissent saisir les nouvelles opportunités, développer des partenariats stratégiques et prospérer sur un marché continental en pleine évolution. Bien plus que de simples données techniques, ces résultats permettent de mettre en lumière des leviers concrets de croissance pour nos petites et moyennes entreprises. Au cours de ces 2 jours, les entreprises auront l'opportunité de participer à des formations, des présentations et des échanges enrichissants afin de mieux tirer parti des résultats de l'étude et des opportunités commerciales au sein des différentes communautés économiques régionales. Nous transformons le manioc en produit fini, en attiéké frais et déshydraté. Alors cet atelier est d'une importance capitale pour nous dans le sens que notre activité repose beaucoup sur l'exportation. Alors il nous faut comprendre le système de libre-échange entre les États que nous propose la ZLECAf. Alors ma présence ici, c'est de comprendre déjà les procédures à suivre afin de bénéficier des avantages de cette libre-échange et comment est-ce que cela peut impacter nos chiffres d'affaires, nos ventes sur le continent africain. Les experts, y compris ceux de la Banque mondiale, estiment que la mise en œuvre complète de la ZLECAf pourrait entraîner une augmentation d'environ 10% du revenu réel des Ivoiriens d'ici 2035 et générer des millions d'emplois à travers le continent africain. Là, c'est l'actualité internationale. À l'international au Mali, le président de la transition, Assimi Goïta, renouvelle son engagement pour des élections transparentes malgré les défis sécuritaires et politiques. En Namibie, des élections générales historiques virent au chaos entre files d'attente interminables et accusations de sabotage. Au Liban, un mince espoir d'élire un président après plus de 2 ans de blocage politique. Enfin, en Australie, une loi sans précédent interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, soulevant autant d'enthousiasme que de questions. Plus de détails avec Sandrine Quadio. Au Mali, lors du Conseil des ministres du 27 novembre, le président de la transition, Assimi Goïta, a réaffirmé son engagement à organiser des élections transparentes et apaisées. Cette promesse intervient dans un contexte de méfiance marqué par le rapport controversé de la fin de la transition initialement prévue pour mars 2024. Serait couplé à une insécurité persistante et à des tensions politiques internes suscite le scepticisme de la population et de la communauté internationale qui attend des mesures concrètes ainsi qu'un calendrier précis pour garantir la crédibilité du processus électoral. En Namibie, les élections générales du 27 novembre ont été marquées par la confusion malgré une participation record. De longues files d'attente, des pénuries de bulletins et des problèmes technologiques ont retardé le contrôle jusqu'au petit matin, certains électeurs ayant dû patienter sous un soleil accablant. Le principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants, accuse les autorités d'avoir organisé le processus de manière chaotique pour décourager les électeurs. Pendant ce temps, le SWAPO au pouvoir, depuis 30 ans, joue son avenir politique dans ce examen historique et contesté dont les résultats sont très attendus. Au Liban, le Parlement va se réunir le 9 janvier 2025 pour tenter d'élire un président après plus de 2 ans de vacances à la tête de l'État. Cette annonce intervient dans un contexte de fragile accalmie marqué par un cessez-le-feu qui a mis fin au conflit entre Israël et le Hezbollah. Bien que les divisions entre le Hezbollah et ses opposants continuent jusqu'à présent paralyser le processus électoral, des engagements récents des dirigeants politiques, y compris ceux du Hezbollah dirigés par Naim Kassem,
suscite un léger espoir pour ce poste clé qui doit être occupé par un chrétien maronite dans un pays en quête d'unité. Enfin, en Australie, le Parlement a adopté une loi novatrice interdisant l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, réalisant ainsi une première mondiale. Les plateformes telles que TikTok et Instagram vont bloquer ses utilisateurs sous peine d'amende pouvant atteindre 50 millions de dollars australiens. Si le Premier ministre Anthony Albanese salue cette initiative comme un moyen de protéger les jeunes des dangers en ligne, des interrogations persistantes quant à la faisabilité technique et aux modalités d'application de cette interdiction, dont les détails restent flous. Les entreprises disposeront d'1 an pour se conformer à cette nouvelle règle, tandis que certaines plateformes jugées essentielles comme WhatsApp et YouTube pourraient bénéficier d'exemptions. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous pour votre confiance. Ne manquez pas nos éditions du 12h45 demain. Et moi, je vous retrouve le soir à 19h45 pour une nouvelle édition. Restez en compagnie de l'équipe du Talk. Bonsoir.